Bienvenue, merci de nous rejoindre sur C-Direct. Pour cette interview exclusive, nous recevons le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Kouliné Makosso. Merci d'avoir accepté de nous répondre. Je suis avec Fortuna Goulali de Média Tcheleka. Nous allons aborder plusieurs points. On va démarrer avec le séminaire gouvernemental. Fortuna. Merci Judicaël, merci Monsieur le Premier ministre, très heureux d'être avec vous ce soir. Voilà, Judicaël a posé le décor. Rapidement, je voudrais, par rapport à toute la polémique que crée sinon le concept ou encore la définition du séminaire gouvernemental, Monsieur le Premier ministre, quel est le sens que vous donnez-vous au séminaire gouvernemental? Le séminaire gouvernemental est un cadre collégial d'auto-évaluation. Il nous permet, nous, en tant que membres du gouvernement, de nous évaluer collectivement et aussi individuellement, en interne, et dans la manière dont nous conduisons le projet de société du président, dont nous mettons en œuvre le programme d'action du gouvernement et de la manière dont s'exécute le plan national de développement. Ces rencontres régulières nous permettent de temps en temps de faire le point, mais au-delà de faire le point, ça nous permet d'harmoniser nos vues sur la manière de conduire ces politiques, d'avoir une convergence de vues sur des choix à faire, sur un certain nombre de problématiques. Par exemple, en 2021, nous venions d'être nommés à la tête du gouvernement. Il nous fallait, par exemple, présenter le programme d'action du gouvernement. Et c'est le Premier ministre qui présente le programme d'action du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Il n'avait aucun intérêt à s'enfermer seul, produire un document, même si il a conduit la campagne du président de la République et nous étions censés tous maîtriser le projet de société du président. Mais pour le traduire en programme d'action du gouvernement, il était nécessaire que les ministres se fussent retrouvés au cours d'un séminaire pour définir les différentes batailles, les grands enjeux du projet de société du président. Et c'est ce qu'on a présenté devant l'Assemblée nationale. Plus tard encore, lorsqu'il s'est agi de prendre l'option d'aller en programme avec le Fonds monétaire international, il y a parfois des divergences de vues. Et ces divergences de vues, nous ne pouvons pas les régler au cours d'une réunion de conseil de ministres, d'une réunion de conseil de cabinet. Nous sommes obligés de nous retrouver en séminaire pour définir effectivement la possibilité ou non de conclure le programme avec le Fonds monétaire international et d'examiner toutes les contraintes qui étaient liées à ce programme. Voilà. Donc, pour nous, c'est un cadre parallèle d'auto-évaluation. Alors, quel est l'impact de ce différents séminaires sur la vie des Congolais? Ouais, vous en avez eu déjà jusqu'ici 7. Le premier en juin 2021, 2 séminaires en 2021, 3 en 2022. Le dernier c'est en 2022, c'est celui qui a bouclé l'année. Et puis en 2023, vous avez eu un séminaire. Et en 2024, donc depuis cette année, un séminaire consacré à la jeunesse. Donc la question, comme dit Judicaël, quel en est l'impact avant d'aborder peut-être quelques thématiques? Les personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas convenues, déjà. La mise en œuvre de la politique de développement de notre pays présente plusieurs enjeux. Il faut déjà que nous puissions regarder dans la même direction. Il faut que les ministres se concertent davantage. Pourquoi? Parce que les réflexions que nous menons en séminaire gouvernemental ne peuvent pas être circonscrites dans une réunion du Conseil de ministres, du Conseil de cabinet, qui sont des réunions formelles, avec un ordre du jour bien précis. Et s'il nous fallait aborder toutes ces questions au cours d'un Conseil de ministres, il nous faudra même un Conseil de ministres sur 3-4 jours, au fond, ou un Conseil de cabinet sur 3-4 jours. Quel est l'intérêt d'aborder une question d'une si grande importance au cours d'un Conseil de cabinet? Ça va nous prendre 4 heures. On n'a pas terminé, on va revenir demain pour poursuivre la même question. 3 heures, on n'a pas terminé, on va revenir demain. Parce que la réflexion et la discussion sont beaucoup plus larges au cours d'un séminaire. Et il y a
cette possibilité donnée aux uns et aux autres de donner librement leur point de vue pour que la décision qui va être prise à l'issue de ce séminaire soit une décision consensuelle et une décision partagée. Et maintenant, vous dites quel en est l'impact dans la population. Mais oui, mais l'impact, c'est déjà savoir que le gouvernement a une convergence de vues sur une question, a défini une démarche et ça s'exécute. Dans la mise en œuvre d'une politique, vous avez la planification, vous avez la coordination, vous avez l'organisation. Quand on n'est pas bien organisé, on ne pourra pas avoir un bon résultat. Et le séminaire nous permet justement d'harmoniser nos vues, de mieux organiser la mise en œuvre et pour espérer obtenir les résultats. Alors, Monsieur le Premier ministre, au troisième séminaire qui a eu lieu, je le disais tout à l'heure, en janvier 2022, vous avez abordé la question de l'opérationnalisation du PND. J'ai des notes sous mes yeux. Et puis encore, comment relever les défis sociaux. Alors, en 2022, nous sommes en 2024. Alors, quel est aujourd'hui le niveau d'exécution, sinon l'opérationnalisation, j'y arrive, du PND? Parlons de l'opérationnalisation du PND. Souvenez-vous qu'au cours de l'avant-dernier séminaire, nous sommes arrivés à faire une sorte d'évaluation pour constater effectivement que la mise en œuvre du PND avait quelques difficultés. Difficultés liées à la précarité des ressources financières. Comme vous le savez, nous avons élaboré le PND en 2022 avec l'espoir non seulement de mobiliser davantage de ressources internes au travers des moyens librement affectables, mais aussi de mobiliser des ressources au travers du partenariat public-privé, des ressources au travers des investissements directs étrangers et peut-être des ressources au travers des financements innovants pour financer le PND, qui est évalué à près de 8 700 milliards, alors que nous avions, jusqu'à un moment, 2020, 2021, 2022 d'ailleurs, un budget qui ne dépassait presque pas 2000 milliards. Et en 2023, nous avons un budget de 2600 milliards, comme c'est le cas aujourd'hui en 2024. Comment, au travers d'un budget de 2600, 2700 milliards, avec une ressource destinée à l'investissement de 300 à 400 milliards de francs CFA, on peut financer un PND de 8000 milliards sur les 5 ans. Donc, on voit bien que si on prend 400 milliards de francs CFA en investissement, multiplié par 5, on n'est qu'à 2000 milliards. Alors, on espérait avoir des financements au travers d'un partenariat public-privé, par exemple. Mais malheureusement, on constate que le climat des affaires n'était pas encore très attrayant pour mobiliser davantage de partenaires pour qu'ils viennent financer le développement dans notre pays. Il nous fallait donc travailler pour redéfinir le cadre de partenariat public-privé. La loi a été adoptée, les textes d'application venaient d'être mis en place. C'est maintenant qu'on peut, au travers du cadre législatif et réglementaire qui est mis en place, avoir des partenaires qui pourraient venir investir dans le cadre du partenariat public-privé. Faut-il encore que nous puissions davantage les convaincre pour qu'ils investissent dans le pays. Mais il y avait aussi, au niveau des investissements directs étrangers, les investissements directs étrangers, c'est n'importe quel investisseur. Un partenaire privé qui estime qu'il a des ressources, il veut venir investir au Congo, il voit les projets porteurs de richesse au Congo, il décide de venir investir. Or, nous nous sommes retrouvés quand même dans une situation où nous avons connu le Covid. Et partout dans le monde, les investisseurs étaient devenus frileux. Plusieurs entreprises enfermées. Quel est cet investisseur privé que vous allez avoir qui va partir d'un pays pour tout de suite, après tout ce que nous avons connu, crise de Covid et guerre en Ukraine, une situation économique totalement chaotique, baisse du prix du baril de pétrole. C'était difficile à ce moment de mobiliser des investisseurs privés pour qu'ils viennent investir dans notre pays. Bon, il faut chercher peut-être d'autres financements. Faut-il recourir à l'endettement? Nous sommes en programme. Quand on est en programme avec le Fonds monétaire international, les sources de financement par l'endettement sont très limitées parce que les conditions de recours à l'endettement sont tellement rigoureuses. Et il nous fallait nous-mêmes commencer par réduire la dette de notre pays. Donc, on se rend compte que dans la mise en œuvre du plan national de développement, la précarité de ressources pouvait faire à ce que les ambitions que nous avions lorsque nous avons élaboré le plan national de développement se soient révélées finalement
plus grande que la capacité que nous pouvons avoir. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez être clair? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que lors de vos séminaires, vous vous êtes rendu compte finalement de l'impossibilité, peut-être le mot est très fort, de l'exécution de ce PND? Pas de l'impossibilité de l'exécution du PND, de la difficulté de réaliser tout ce que nous avons affiché comme ambition dans le PND. Et fort heureusement, notre PND, depuis l'élaboration, avait prévu des modalités de sa révision. Lorsqu'on constate effectivement que du fait des contraintes endogènes comme exogènes, il nous est difficile de tout mettre en œuvre, comment restructurer le PND pour qu'on puisse l'adapter aux capacités de mobilisation de ressources. Et c'est ce que nous avons fait au travers de l'avant-dernier séminaire, qui nous a permis de réfléchir sur la possibilité de réactualiser ou de réajuster le PND. On s'est dit, faut-il repartir devant le parlementaire pour le réviser? On dit non. C'est un PND fixe des objectifs avec une certaine ambition. Recentrons-nous sur ce que nous pouvons faire en fonction de nos ressources. Et c'est ce que le dernier séminaire a fait comme travail. En fonction des ressources, puisque en ce moment, c'est difficile de bénéficier des investissements directs étrangers. En ce moment, c'est difficile de lever des financements innovants à cause des contraintes que nous avons. Et même si on peut le faire, ce ne sera pas à la hauteur de nos besoins. En ce moment, le cadre du partenariat public-privé venait à peine d'être mis en place, au plan réglementaire, au plan législatif. Qu'est-ce que nous pouvons faire à partir des ressources disponibles qui puissent satisfaire les besoins des Congolais? C'est ce que justement nous venons de faire au travers du dernier séminaire. Nous avons identifié les projets porteurs de richesse, des projets à effet multiplicateur, des projets qui permettent d'apporter des solutions rapides aux problèmes des Congolais, en intégrant l'interpellation du président de la République qui a décrété cette année comme année de la jeunesse. On a donc redimensionné les projets à réaliser pour les pour les 2 ou 3 prochaines années que nous restent dans la mise en œuvre du PND. Justement, Monsieur le Premier ministre, en parlant de la jeunesse, 100 000 emplois. Comment? Nous avons défini la manière dont effectivement nous pouvons créer ces 100 000 emplois. L'orientation du Conseil de ministres qui a été travaillée au cours du séminaire gouvernemental et que nous avons présenté aussi à l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, le programme du gouvernement sur ces 100 000 emplois prévoit que nous aurons 10 000 emplois publics et 90 000 emplois du secteur privé. Les 10 000 emplois publics, c'est pas compliqué. Nous avons commencé déjà depuis des années à recruter à la fonction publique. Cette année, par exemple, pour le budget 2024, il était prévu 6 700 emplois à la fonction publique. Et on a dit qu'il faut, par rapport à l'année de la jeunesse, tout faire pour relever cela à 10 000. Donc, nous aurons 10 000 emplois publics, et ça, il n'y a pas de problème, prévu dans le budget, et peut-être pour faire démarrer la fonction publique territoriale. Maintenant, les 90 000 emplois, là aussi, il y a un mode opératoire qui est déjà établi, qui puisse nous permettre de mobiliser 10 000 emplois. Quand nous parlons de 10 000 emplois, nous précisons bien 10 000 emplois décents, parce que il va de soi que les emplois existent. Les jeunes, ils sont nombreux à être employés. En termes d'employabilité, il y en a qui par eux-mêmes ou de façon informelle ont un emploi. Mais c'est pas cet emploi que le gouvernement veut promouvoir. Le gouvernement veut qu'il y ait des emplois décents. C'est quoi des emplois décents? Un emploi décent, c'est un emploi rémunéré au minimum au SMIC. Il faut que la personne qui travaille ait un revenu chaque mois et ces revenus doivent être évalués au minimum au SMIC. S'il est payé en dessous du SMIC, on ne dira pas que c'est un emploi décent. Il a un emploi, mais c'est l'emploi que peut assumer le gouvernement. Donc, première condition, il faut que cet emploi soit rémunéré au minimum au SMIC. Deuxième condition, il faut que les revenus, cette rémunération soit justifiée ou déclarée. Justifiée comment? Déclarée comment? Au travers d'un bulletin de salaire. Je travaille, j'ai un revenu, minimum SMIC, ce revenu est justifié au travers d'un bulletin de salaire. Je paye mes impôts en tant que citoyen sur la base de ces revenus. Cet impôt peut être un impôt nul, et c'est ce que nous faisons pour aider les jeunes, les primo-employés,
celui qui va avoir un emploi décent, en fonction de son salaire, on peut dire les bas salaires SMIC ou un peu au-dessus du SMIC, pour encourager les emplois à créer. Nous disons ces emplois, par exemple, sont exonérés d'impôts. Donc, l'employé ne paye pas l'IRPP. Mais ça lui permet d'avoir un certificat de moralité fiscale, de montrer qu'il est tout citoyen. Il déclare son revenu à l'État et ce revenu est imposable. Même si l'impôt est nul du fait des politiques que met en place l'État, cet impôt est nul, mais ça veut simplement dire que le revenu est déclaré. Donc, il y a cette déclaration de revenus aux impôts. Il y a la sécurité sociale. C'est l'élément déterminant pour garantir la décence de l'emploi. L'emploi décent, c'est celui qui permet à celui qui exerce une activité, non seulement d'avoir un revenu, non seulement de justifier ce revenu par un bulletin de salaire, non seulement de déclarer ce revenu aux impôts pour payer l'IRPP, mais aussi ça doit lui garantir une sécurité sociale, de sorte que lorsque demain, il n'est plus en activité, soit par le fait de la maladie, soit parce que il a pris de l'âge, il ne peut plus exercer cette activité, mais qu'il soit garanti une pension de retraite. Et pour cela, au travers de l'emploi décent, il y a un système de participation, un système de répartition, pas de capitalisation, mais de répartition, un système de solidarité qui permet, au travers du peu qu'il a cotisé pendant qu'il était en activité, il puisse bénéficier de mettre une pension. Donc, c'est la 4e condition. Et la 5e condition, il faut que, de par son emploi, il soit capable d'être affilié à une caisse d'assurance maladie, de sorte que s'il est malade, si son enfant est malade, s'il n'a pas d'argent, que la caisse d'assurance maladie soit à mesure de lui garantir ne serait-ce que les premiers soins, qu'il puisse aller à l'hôpital, qu'il puisse aller en pharmacie, se faire livrer des produits pharmaceutiques sans qu'il ne soit obligé de sortir en soi. Voilà. Donc, ce sont ces 5 conditions que nous devons remplir pour justifier que nous avons créé des emplois pour les jeunes. Et ça nous permet de commencer déjà par les emplois dissimulés. Tous ces emplois dissimulés que nos jeunes exercent, toutes ces activités, il est, par exemple, technicien de surface dans une maison. Il ne faut pas qu'il y ait de complexe entre le technicien de surface, donc l'agent d'entretien, l'agent de ménage, qui travaille chez un particulier, chez vous par exemple, chez moi, chez vous, qu'il n'y ait aucune différence avec celui qui fait le même travail dans une entreprise ou dans un hôpital, par exemple. Un agent d'entretien à la maison doit se considérer comme travailleur au même titre que l'agent d'entretien qui est au CHU, l'agent d'entretien qui est dans un hôtel, l'agent d'entretien qui est dans une entreprise. Voilà. Il faut donc qu'il bénéficie des mêmes conditions. Et qu'est-ce qu'on fait? On demandera par exemple à celui qui utilise cet agent d'entretien de faire déclarer cet emploi à l'Agence congolaise pour l'emploi. La CPE. De permettre, voilà, c'est la CPE, de permettre à l'Agence congolaise pour l'emploi de lui établir un bulletin de salaire parce que l'emploi est déclaré. Si vous, en tant que personne physique, vous ne pouvez pas établir le bulletin de salaire, mais si cet emploi est déclaré, vous assurerez de ce que la rémunération de la personne, vous ne la verserez pas à la CPE. Non, vous n'en avez pas besoin. Vous avez un compte en banque. L'agent a un compte en banque. Sa ressource est virée dans son compte en banque. Il va se présenter à la banque. Il présente son bulletin de salaire. Il reçoit son salaire. Ce sont ces conditions que nous devons réunir. Et cet agent réussit à cotiser pour sa retraite. Il réussit à cotiser pour son assurance maladie. Vous voyez, vous avez rendu service à l'agent qui est à votre service. Monsieur le Premier ministre, alors quel sera donc le statut juridique de ce particulier? C'est un employeur. Et ça, c'est là qu'intervient le rôle de l'État pour formaliser tous ces emplois dissimulés, pour encourager l'employeur et l'employé à faire déclarer cet emploi. Parce que ils peuvent craindre que ça leur soit préjudiciable. Par exemple, un employé
qui est habitué à se faire payer à la main, quel est l'intérêt pour lui de voir son argent passer par la banque? Quel est l'intérêt pour lui de déclarer ce salaire au risque de se faire retirer encore des sous pour les impôts? Oui. C'est surtout ça la crainte, puisque l'employeur craint les impôts. Et s'il doit tout déclarer finalement, ça veut dire qu'à un moment donné, même le salaire qu'il paye à son agent peut-être revient à la baisse. Oui. La première chose, c'est que l'État dit, pour ces emplois qui hier étaient dissimulés, une fois déclarés, les employés bénéficient de l'exonération fiscale. Donc, on ne leur retire rien au titre des impôts. Moi, l'État, je préfère perdre. Vous devez payer un IRPP. Vous ne le payez pas. C'est la contribution de l'État. Donc, si vous gagnez 120 000 francs, votre salaire reste 120 000. Vous ne perdez rien. Votre argent va aller en banque. Vous pouvez craindre que par la banque, il y ait des ajouts à vous prélever. On peut intervenir avec la banque. L'État dit, OK, je n'envoie pas le salaire de mon citoyen qui est technicien de surface, qui est chauffeur, qui est habitué à percevoir son argent à la main. Je ne vous l'envoie pas pour que vous puissiez encore grignoter son salaire au travers des ajouts. Non. Vous pouvez peut-être facturer les quelques services dans une banque. Vous aurez nécessairement une carte de crédit. Cette carte, il y a quand même quelques services que vous pouvez payer à la banque. Mais on pourra intervenir pour que les services de la banque ne soient pas facturés au même montant que celui qui a une situation qu'on peut croire être plus intéressante que la vôtre. Parce que on a besoin de vous convaincre sur la nécessité pour vous de faire domicilier votre salaire en banque. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin, par exemple, d'un crédit d'équipement de main. Votre bulletin, le fait que votre salaire soit en banque, vous donne la possibilité de négocier le crédit à la banque, ce que vous n'aurez pas pu obtenir aussi longtemps que vous étiez payé à la main. Maintenant, quant à l'employeur, OK, on doit cotiser pour la sécurité sociale et l'assurance maladie. Oui, tout citoyen est obligé de participer à sa sécurité sociale et à sa prise en charge médicale au cas où il arrivait que lui ou sa progéniture ou sa famille soit malade. Il y a une petite contribution. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. Et il y va de votre intérêt. Quel intérêt avez-vous? Vous gagnez 120 000 francs. Entre sacrifier 5 000 francs chaque mois pour que demain, vous soyez sûr de bénéficier d'une pension de retraite, pour que pendant que vous vivez, vous soyez sûr de vous soigner et de soigner vos enfants, que de garder vos 5 000 francs et quand vous avez un problème, vous êtes seul, l'État ne peut même pas vous venir en aide. Je crois que le choix est clair. On dit, OK, on vous prélèvera 5% par exemple de votre revenu, mais l'employeur a aussi une part, ce qu'on appelle la part patronale. L'État peut dire, OK, vous devrez payer par exemple 10 000 francs pour la sécurité sociale et l'assurance maladie de votre agent. L'État va se partager avec vous cette part patronale. Au lieu de payer 10 000 francs, vous payerez 5 000 francs. Et moi, l'État, je compléterai 5 000 francs. Quel est l'intérêt pour vous, employeur? Acceptez d'ajouter 5 000 francs de plus à votre agent pour garantir sa sécurité sociale et son assurance maladie, ou vous interdire cela pour que chaque fois que votre agent est malade, il soit encore obligé de venir vous présenter une ordonnance que vous allez payer pour lui. Monsieur le Premier ministre, vous abordez là aussi un sujet sur la transition de l'informel au formel. Et vous savez que cette procédure n'est pas du tout aisée pour des entrepreneurs. Nous parlons de jeunes, surtout des jeunes entrepreneurs qui ont des startups. C'est très compliqué, même si il y a quelques facilités. Mais comment vous organisez-vous pour faciliter cette transition de l'informel au formel? À la limite, je n'étais même pas encore sur l'informel.
sur les activités. Oui, nous avons j'étais sur les activités dissimulées. Oui. Donc, là où il y a une relation de travail, un contrat de travail dissimulé, caché, entre un employeur et un employé. S'agissant de l'informel, l'informel, il est à son compte personnel. Il n'est pas travailleur de quelqu'un. Moi, je suis soudeur. J'ai mon unité de soudure, mais je n'ai aucun statut. Je n'ai pas la carte de commerçant, je n'ai même pas la carte d'artisan. Je préfère travailler comme ça. Ou encore, je suis maçon. Je n'ai rien. Vous avez deux choix. Le premier choix, c'est faire le toit, un auto-employeur. Donc, vous avez votre unité de soudure, unité de coiffure, unité de couture. C'est à vous, c'est vous-même qui êtes là. On vous dit, mais vous pouvez transformer votre unité au lieu d'un simple établissement, au lieu de continuer à travailler comme ça, vous en faites une société unipersonnelle. Si vous acceptez de partir de l'informel au formel, c'est-à-dire vous déclarez soit que vous êtes artisan, soit que vous êtes commerçant, et que votre établissement devient une société unipersonnelle, nous allons vous aider à gérer votre société unipersonnelle. En quoi faisons? Ok. Vous avez peur de vous déclarer à cause des taxes, des impôts, de la parafiscalité. L'État va veiller pour que vous n'ayez pas à payer plusieurs taxes. Disons quoi concrètement, puisque vous sortiez du 7e séminaire avec quelques engagements vis-à-vis de la jeunesse, ben, que compte faire le gouvernement exactement? On a mis sur la balance emploi et impôts. Si M. Ngolali crée sa petite entreprise et que du fait de cette entreprise, il soit obligé de payer des taxes, on dit, ces taxes, vous n'allez pas les payer ou nous allons vous les réduire. Pourquoi? À condition que vous vous considérez désormais, non pas comme quelqu'un qui se débrouille, mais comme employé, de votre propre structure. Et qu'est-ce qui va faire à ce que vous vous considérez comme employé? On ne sait pas combien vous gagnez. Si par mois, par exemple, vous avez une recette de 300 000 francs, on vous dit, voici le taux qu'il faut pour votre salaire. Sur les 300 000 francs, vous vous donnez un salaire minimum SMIC. 90 000, 100 000, 110 000, 120 000, c'est ça votre salaire. Peut-être 30% de votre chiffre d'affaires. Ça fera votre salaire. Le reste, voici comment on gère une entreprise. Il y a à mettre dans un compte pour que à la fin de l'année, ça vous serve de dividendes et ainsi de suite, que vous pouvez réinjecter pour agrandir votre activité ou que vous pouvez continuer à garder pour que demain, si ce mois-ci, vous n'avez pas de clients, mais la ressource que vous avez gardée vous permettra de vous garantir toujours un salaire. Et ce salaire, voilà comment vous pouvez le gérer. Et on met en place des centres de gestion agréés pour vous accompagner dans ce processus. Et si demain, vous avez un salaire aujourd'hui, le mois prochain, vous n'avez pas un bon chiffre d'affaires et que malheureusement, vous n'avez toujours pas d'épargne, mais comment vous gérez en tant que société? La banque peut vous faire un découvert autorisé qui vous permet de vous garantir ce salaire ce mois-ci. Le mois prochain, vous aurez certainement des revenus, vous aurez certainement un bénéfice et la banque, pendant ce temps, vous aura couvert. Donc, il y aura des centres de gestion agréés pour accompagner ces primo-entrepreneurs ou ces entrepreneurs de l'informel que nous allons faire migrer vers le formel. De l'informel, il y avait ces deux volets. Le premier volet, c'est celui qui a son unité commerciale et qui fonctionne dans l'informel et que nous allons aider à migrer vers le formel en faisant en sorte que lui-même constitue déjà un emploi et on l'aidera à rendre cet emploi décent. Le deuxième, il n'a pas d'entreprise. Je vends au marché.
Je vends du poisson. Ok. Tu n'es pas affilié à une entreprise. On aura une agence d'intégration socio-économique, une agence d'accompagnement de l'économie informelle. Moi, je vends. Il faut que nécessairement tu sois affilié à cette agence. Parce qu'un citoyen doit être affilié à un organe. Si tu es élève, tu dépends de l'enseignement primaire et secondaire. Tu es étudiant, tu dépends de l'enseignement supérieur. Il y a un fichier. On peut savoir, si on me prend dans la rue, Monsieur Makosso, oui, qui es-tu? Non, je suis élève. Où est ta carte scolaire? Elle est là. On va vérifier quel établissement. Dans tel établissement, on peut me retracer. Tu es commerçant. Monsieur Makosso, oui, tu es commerçant, oui. Où est ta carte? J'ai ma carte de commerçant. On va regarder, on va trouver votre nom enregistré au registre de commerce. Je suis artisan, ça y est où? Bon, mais toi, tu vends. Tu es au marché, tu es dans un ganda, ou je sais pas, quelque chose que tu fais. Si on te retrouve dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, moi je vends au marché. Je vends des friperies, je vends de la tomate, je vends de la volaille, ainsi de suite. Où est ta carte? Il faut que tu sois désormais affilié. Je suis affilié à l'agence d'intégration socio-économique. C'est déjà bien pour qu'on s'identifie. C'est pour cette raison qu'on a des mécanismes du NU, par exemple. Au travers de ton NU, on sait ce que tu fais. Et quand tu es commerçant ambulant, on dit, il faut que tu sois affilié à un établissement. C'est l'agence. Comme le demandeur d'emploi qui est affilié à la CPE. Moi, je ne fais rien, je suis demandeur d'emploi. Ah bon? Ton nom c'est? Mon nom c'est un tel. Est-ce que tu avais déjà demandé un emploi à la CPE? Non. Donc, tu n'es pas un demandeur d'emploi. On peut même te prendre pour un vagabond. Voilà. Mais celui qui est au marché, on lui dit, tu es affilié à l'agence. La seule chose qu'on te demande, quand tu vends tous les jours, là, ce que tu as, voilà ce que tu dois verser à l'agence. Si tu dois verser, si c'est 1000 francs, tous les jours tu verses 1000 francs. Si c'est 10 000 par mois, tu verses 10 000 par mois. Le reste de ton argent, tu fais ce que tu veux. Mais nous voulons seulement que tu puisses verser tel montant à l'agence. Ça sert à quoi ce montant? Ça sert de prendre une partie pour ta sécurité sociale et de prendre une autre partie pour ton assurance maladie. Parce que tu es un travailleur indépendant. Comme tu es travailleur indépendant, tu dois être affilié à une agence. C'est cette agence. Quand tu as versé ça à l'agence, ou directement, l'agence reverse ça à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce serait difficile pour le gouvernement. Est-ce que c'est pas une manière pour vous de bloquer ce processus de l'informel au formel, puisque si éternellement je dois rester dans l'informel, pourquoi, à quoi bon rêver aller dans le formel? Non, mais toi, tu n'es plus dans l'informel. Ok. Dès l'instant où tu es affilié à une agence, donc tu es un travailleur indépendant. Ce travailleur indépendant sait que désormais, du fait de mon affiliation et de mes cotisations, si demain mon travail s'arrête du fait de l'âge ou du fait d'une incapacité quelconque, la Caisse nationale de sécurité sociale va me garantir ma sécurité sociale, va me payer ma pension. Ce travailleur indépendant qui est déjà affilié à l'agence, si demain il a son enfant malade, lui-même malade, il sait qu'il peut aller à l'hôpital, il peut avoir ses soins. Pour nous, dès qu'on a résolu ces questions, oui, on a apporté l'emploi décent à nos compatriotes. Cet emploi décent, il l'est soit du fait d'une relation de travail entre un employeur et un employé. Cet emploi décent, il l'est soit du fait d'un travail personnel dans le cadre d'une structure organisée, déclarée en société. Cet emploi décent, il l'est du fait de ce que c'est un travail indépendant, mais qui me garantit ma sécurité sociale, qui me garantit mon assurance maladie. Donc, imaginez le nombre d'emplois qui vont être créés du fait de la migration
de l'informel au formel. L'inventaire fait par Madame la ministre de l'économie informelle, déjà depuis Madame Mougani, et qui a été consolidé par Madame la ministre Ingani, avec les assises nationales de l'économie informelle, révèle que nous avons au moins 60 000 unités économiques dans l'informel. Ouais. Si de ces 60 000 unités, nous réussissons à toucher ne serait-ce que 30 000 en les faisant migrer de l'informel au formel, vous avez déjà 30 000 emplois. Et qui seront accompagnés par l'État au travers des centres de gestion agréés qui vous aideront à avoir un business plan, qui vous aideront à faire votre comptabilité, à déclarer votre bilan, donc à vivre comme toute société. Et Monsieur le Premier ministre, voilà, je crois que vous êtes clair à ce niveau. Nous avons vu la CPE ouvrir, ou encore il va ouvrir son agence en France. Et le ministre de l'Emploi a reçu des chefs d'entreprise il y a quelques jours. Ils ont posé la question, puis avant que vous boucliez sur le transfert de l'informel au formel. Alors, comment comptez-vous travailler avec les entrepreneurs qui sont, par exemple, dans Unicongo ou Unoc, qui font déjà face à beaucoup de difficultés, puisque avec la crise économique, plusieurs ont réduit leurs charges. Alors, mais vous leur demandez quand même de recruter. Alors, comment le gouvernement pense accompagner ces entreprises? Bon. Les entreprises qui sont déjà formelles, qui respectent le code du travail, qui recrutent avec une masse salariale proportionnelle à leur chiffre d'affaires ou à leurs bénéfices, ne nous pose pas de problème. La seule chose que nous avons, et vous avez raison de soulever la question de la CPE. Je vous prends un exemple. Quand j'entends les gens dire le taux de chômage est élevé au Congo, il y a trop de chômeurs, je ne sais pas sur quelle base ils ont calculé. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Si, il y en a. Mais je ne sais pas si nous savons ce que nous entendons par chômeur. C'est parfois les chiffres de la Banque mondiale, Monsieur le Premier ministre. Que dit le chiffre de la Banque mondiale? Nous avons une agence congolaise pour l'emploi. Le rôle de l'agence congolaise pour l'emploi, c'est de mettre en relation le demandeur d'emploi avec les employeurs éventuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une entreprise qui est employeur éventuel dit à la CPE, moi, j'ai 10 emplois disponibles chez moi, 10 postes à pourvoir chez moi. J'ai besoin de tel profil, tel profil, tel profil. La CPE regarde la liste des demandeurs d'emploi. Donc, ceux qui se sont présentés à elle pour dire, moi, j'ai telle formation, moi, j'ai tel métier, mais je n'ai pas d'emploi. La CPE regarde, il dit, ah, sur ma liste, j'ai telle personne qui peuvent aller travailler là-bas. C'est ça le rôle de la CPE. Qu'est-ce que nous avons constaté? Prenons le cas en 2023. On a eu 13 000 emplois disponibles. Donc, vous voyez parfois les appels à candidature, des offres d'emploi dans les journaux. La CPE s'est retrouvée avec 13 000 emplois disponibles, proposés par des entreprises auxquelles vous faites allusion. Qu'elles viennent de la Chambre de commerce, qu'elles viennent de l'UNOC, qu'elles viennent du Nicongo, qu'elles viennent de n'importe quelle organisation patronale, des entreprises. On dit à la CPE, nous avons besoin de 13 000. On a ouvert ces postes à la candidature. On a pu caser 9 à 10 000. Ça veut dire qu'il reste combien de postes d'emploi disponibles? Environ 3 000. Pourquoi ces postes sont disponibles? Parce que, soit que les Congolais ne se sont pas présentés à la CPE pour déclarer que je suis demandeur d'emploi. Si vous avez fini vos études, vous êtes à la maison, vous ne vous êtes pas présenté à la CPE, comment l'État va savoir qu'il vous manque un emploi? Il faut donc que vous vous déclariez. Et quand vous vous êtes déclaré à la CPE,
on peut savoir combien de demandeurs d'emploi nous avons. Or, à l'ACPE, l'année 2023, on n'a même pas atteint 20 000 demandeurs d'emploi. Ils étaient peut-être autour de 15 000. Alors que nous avons 1 500 000 jeunes qui ne sont ni à l'école, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas à l'université. Donc on peut dire 1 500 000 jeunes qui auraient pu être demandeurs d'emploi. Mais à la PCE, nous n'avons pas 20 000 dossiers de demandeurs d'emploi. Et quand bien même on a eu 13 000 postes disponibles, on n'a pu caser que 10 000. Donc les 3 000 là traînent encore. Pourquoi? Peut-être parce que les profils qui sont demandés par les entreprises ne correspondent pas à ceux qui demandent l'emploi. C'est pourquoi vous avez vu parfois des entreprises qui ne trouvent pas sur place ici. Aller à l'étranger. Voilà. Parfois la les sous-région. travailleurs qui correspondent à leur profil vont recruter depuis l'étranger. Oui. Et le ministre de la Jeunesse, en charge de l'emploi, qui a vu cette difficulté pour les entreprises d'avoir localement des agents correspondant au profil recherché, a été obligé d'ouvrir un bureau de l'ACPE en Europe, en France, pour que vous qui êtes à l'étranger, si vous avez besoin de venir travailler au Congo, en fonction des profils que vous avez là-bas, présentez-vous au bureau de l'ACPE en France. Vous, les entreprises qui voulez venir travailler au Congo ou qui êtes déjà au Congo, qui ne trouvez pas sur place les profils que vous recherchez, nous pouvons vous aider à les avoir depuis la France. C'est pour ça que ce bureau est ouvert. Voilà. Et ceux qui sont ici, s'il y a encore des postes disponibles qu'on ne retrouve ni ici, ni en Europe, ça va faire l'objet d'une formation qualifiante ciblée. Je prends comme ça un exemple. Si une entreprise a besoin de tracteuristes, nous a fait la demande et qu'au Congo, on ne retrouve pas le nombre de tracteuristes recherchés, ça nous interpelle. C'est pourquoi le ministre de la Jeunesse a à la fois l'emploi et la formation qualifiante. Ça nous permet de suivre le jeune de bout en bout. Ah, moi j'ai mes emplois, mais il me manque des profils. J'organise tout de suite une formation qualifiante sur les tracteuristes. On a besoin de ceux qui ont fait chaudronnerie quelque part. Des postes sont disponibles. Mais chez moi, je n'en ai pas des dossiers des chaudronniers. J'organise tout de suite la formation qualifiante des chaudronniers. Voilà. Donc, c'est ainsi que nous allons avoir la maîtrise des demandeurs d'emploi, des emplois disponibles, des gens à former en termes de formation qualifiante pour occuper les emplois disponibles si nous n'avons pas de ressources. Et c'est de la même manière que nous allons agir pour faire migrer les jeunes de l'informel au formel ou donner un statut à ceux qui sont ambulants, à ceux qui ne peuvent pas s'organiser en entreprise, en société, mais qui doivent être affiliés à l'agence d'intégration socio-économique. Très bonne stratégie du gouvernement, monsieur le Premier ministre. On va aborder un autre sujet qui touche les Congolais. Les Congolais souffrent, monsieur le Premier ministre, au problème du courant et de l'eau. Alors, pourquoi cette instabilité? La vétusté des équipements, il faut le dire. Qu'il s'agisse de l'électricité, qu'il s'agisse de l'eau, l'instabilité de l'électricité tient à la vétusté des équipements de transport de l'électricité et de l'eau. Le Congo a fait de gros efforts en termes de production d'énergie, en termes de production d'eau potable, notamment avec, s'agissant de l'énergie, les barrages hydroélectriques que nous avons réhabilités, construits, Imbolo, Liweso, réhabilité Mukukulu, ainsi de suite, de Djoué, et puis la production de l'électricité au travers de la centrale électrique de Njeno, la centrale électrique du Congo. Donc, on a fait un grand travail en termes de production d'électricité. On peut dire que de ce point de vue, nous n'avons pas de problème.
Le problème se pose en termes de transport de l'électricité et de distribution de l'électricité, donc de commercialisation de l'électricité. S'agissant du transport de l'électricité, oui, nous avons une ligne pour partir de Njeno pour Brazzaville, par exemple. Ce n'est qu'une ligne. Nous sommes en train d'étudier la possibilité de construire une deuxième ligne et des appels à manifestation d'intérêt ont été lancés, puisque, comme vous le savez, sur ce domaine, de la même manière que nous avons libéralisé le secteur de l'électricité dans le domaine de la production, nous devons libéraliser aussi le secteur de l'électricité sur le plan du transport. Donc, il y a un appel à manifestation d'intérêt pour permettre aux gens non seulement de gérer cette ligne qui existe, mais aussi de construire peut-être une autre ligne qui permettra un meilleur transport de l'électricité. Mais qu'il s'agisse de l'électricité, qu'il s'agisse de l'eau, la meilleure façon de faire face à cela, c'est d'affronter la réalité des prix du service public d'électricité et de l'eau. Je me permets toujours de le dire pour que les compatriotes comprennent que malgré les efforts que peut déployer le gouvernement, s'il n'y a pas une participation citoyenne, s'il n'y a pas une prise de conscience citoyenne, nous passerons le temps à nous plaindre des mêmes problèmes. C'est la même problématique que nous avions avec le carburant. Vous voyez, nous payons le litre d'eau à 0,130 francs. En termes de centimes, c'est 13 centimes. Même pas 1 franc, le litre d'eau. L'exemple est que les Congolais qui achètent le litre d'eau à 13 centimes chez nous, à l'État. Vous avez par exemple une bâche à eau. Quand il y a de l'eau, vous avez rempli votre bâche. Et vous commercialisez cette eau aux citoyens de votre quartier, à vos voisins. Un bidon de 25 litres est vendu à 125 francs. Quand les gens viennent, vous voyez les mamans avec des bidons, chez quelqu'un qui a un forage ou qui a une bâche, qui a une forte capacité d'eau, le bidon de 25 litres est vendu à 125 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc le litre est vendu à 5 francs. Voilà. Le litre est vendu à 5 francs pour quelqu'un qui a payé 13 centimes le litre. Si je dis aux citoyens, pour vous permettre d'avoir l'eau potable, sans être obligé d'amener le bidon chez le voisin, que vous ayez votre eau à la pompe, acceptez seulement. Ils ont envisagé là l'augmentation. Je discute, je pose le problème. Je n'ai pas dit que l'État envisageait, je pose le problème aux citoyens. Si on dit aux citoyens, pour nous permettre d'avoir de l'eau potable, au lieu de payer 13 francs le litre, payant ne serait-ce que 1 franc le litre, ça t'évitera d'aller payer 5 francs avec le litre, avec un bidon de 25 litres, je paye 125. Il va réagir parce que, ah non, l'État fait augmenter les choses. Mais, qu'est-ce qui est mieux pour le citoyen? Accepter de payer au juste prix pour permettre à la Congolaise des eaux de vous donner le service public de l'eau correctement, normalement, ou continuer à payer moins et ne pas avoir cette eau disponible. Voilà, monsieur le Premier ministre, pardon, si on comprend votre logique, parce que est-ce que l'augmentation du prix de l'eau, encore du litre d'eau si vous voulez, va changer la qualité d'eau, puisqu'il n'y a pas que l'augmentation ou le montant, le prix, mais il y a aussi la qualité d'eau, il y a l'indisponibilité. Il y a aussi, tout à l'heure, vous parlez du réseau de distribution. Le ministre d'État Jean-Jacques Bouya, quand il est encore délégué général aux grands travaux, avait ce projet de vouloir réhabiliter tout le réseau de transport d'électricité et d'eau. Je crois que même les appels d'enfants ont été lancés à cette époque-là. Ça fait près de 15 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui... C'est pas que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Non, mais je parle en termes de réseau de transport. Oui, parce que il est toujours caduc. On parle même en ce qui concerne... Mais non, on le rénove au fur et à mesure.
mais pas au rythme qu'on aurait souhaité pour résoudre définitivement ce Même en ce problème. qui concerne la Congolaise des eaux, il y a même les réseaux qui datent d'avant même l'indépendance du Congo et qui sont jusqu'à aujourd'hui fonctionnels. Mais est-ce que vous pensez que si le Congolais vous disent, Monsieur le Premier ministre, on accepte d'augmenter, est-ce que l'augmentation va améliorer Mais c'est à la ça que solution ça à tout sert. ça? C'est à ça que ça sert, justement. Comment voulez-vous qu'une entreprise puisse renouveler son réseau quand elle travaille à perte? Déjà, avec la manière dont nous avons géré ces sociétés, on a des effectifs pléthoriques avec une masse salariale très élevée, des charges sociales très fortes. Ces sociétés travaillent à perte. Elles ont des charges de près d'1 milliard de francs CFA tous les mois pour une ressource qui n'atteint pas 700 millions de francs CFA, la Congolaise des eaux. Comment voulez-vous qu'elle puisse supporter les charges et financer toute la logistique liée à la production? Est-ce que le gouvernement, pour protéger la commercialisation. population, ne peut pas appuyer ces sociétés? Alors, le gouvernement l'a fait pendant longtemps. C'est ça la fameuse subvention. Chaque mois, le gouvernement mettait à la disposition de la LCDE 1,5 milliard chaque mois. Et pourquoi vous avez arrêté? Mais parce que il y a quand même beaucoup d'autres charges. Parce que malgré la subvention, rien n'a changé. Non seulement que rien n'a changé, on a fait partie de la société d'EPIC à une société anonyme. Donc, c'est une société anonyme. La société doit être capable de produire sa propre richesse, de s'autofinancer et de reverser même les dividendes à l'État. Il n'y a pas une autre stratégie pour pallier Mais à cette situation? la stratégie, c'est permettre aux citoyens de payer le produit, le service public au prix qu'il faut. C'est tout, c'est cette stratégie. Monsieur le Premier ministre. Et quand on a payé le service au prix qu'il faut, la société peut avoir de l'argent pour. Il n'y a pas que les citoyens, le privé. Je dis mea culpa. L'État doit ses propres consommations aux mêmes entreprises. On a accumulé. Non seulement, outre le fait qu'il donnait 1,5 milliard tous les mois, mais ça aurait marché si, en même temps, l'État payait ses consommations. Or, l'État ne payait pas ses consommations. 1,5 milliard tous les mois. Et depuis qu'on a coupé la subvention d'1,5 milliard, les consommations n'étaient toujours pas payées. Souvenez-vous par exemple que ce n'est qu'en février-mars 2023 que nous avons été obligés de payer ce que l'État doit à EKRC et à LCDE du fait de la gratuité offerte aux populations pendant la période Covid de l'électricité et de l'eau. On avait pris une mesure pour dire l'électricité et l'eau pendant la période de confinement, les citoyens ne payaient pas et que c'est l'État qui devait payer. Mais depuis 2021, l'État n'avait pas payé et c'est en 2023 qu'on a payé. Donc, ajouter à cela les propres consommations de l'État, de l'eau comme de l'électricité. Ces factures qui ne sont pas payées, ça fait que il est difficile pour ces sociétés de s'autofinancer. Monsieur le Premier ministre, nous sommes en 2024. Hein. Vous êtes là, il vous reste 2 ans et demi. Alors, nous avons passé la fête de fin d'année de 2023 sans eau et même toujours sans électricité. On vous entend parler, vous êtes dans les projections. Non. Vous êtes dans les projections. On est dans les résolutions. Bon, maintenant qu'on y est, comment est-ce que vous avez déjà commencé à amorcer cela? C'est-à-dire que l'augmentation peut résoudre le problème. Et rapidement, vous avez énoncé beaucoup de choses tout à l'heure, surtout les conclusions du séminaire. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens, des ressources financières pour faire face à tout ça là, les exonérations, tout ce que vous avez dit tout à l'heure? Avez-vous suffisamment de ressources? Oui, pour les exonérations des emplois. Tout ça là, et voilà. Non, mais c'est déjà un impôt que je n'avais pas, déjà, que je ne récoltais pas. Mais pourquoi je vais m'interdire de continuer à ne pas la recevoir au profit de l'emploi que je concède aux citoyens? Et autre chose, justement, lorsque chacun de nous aura payé le carburant, l'électricité, l'eau, au prix qu'il faut, l'État pourra maintenant disposer des ressources
qu'il affectait à des subventions de ses produits, il aura des ressources pour financer les autres politiques sociales, de l'enseignement, de la santé, de la sécurité sociale, de l'accompagnement à l'employabilité des jeunes. Voilà. C'est ça le pacte social qu'il nous faut conclure. Ils sont trop exigeants ces jeunes, puisque à la clôture pendant leur assemblée générale, les jeunes ont quand même émis plusieurs préoccupations. Hein. Je vais rappeler quelques-unes ici. Ils parlent de l'accès universel et équitable à une éducation de base de qualité, l'amélioration de l'accès du maintien et de l'achèvement des processus dans les cycles d'éducation de base, l'égalité des sexes, l'amélioration de l'équité, l'inclusion et l'équité. Il y a beaucoup de points ici. Oui. Est-ce que c'est pas une pression sur le gouvernement? Est-ce que vous pensez répondre aux besoins de ces jeunes? Que dites-vous des conclusions de l'Assemblée générale du CCJ? Il y a une chose qui a été importante, c'est que les jeunes ont souhaité de faire partie des comités de direction et des conseils d'administration des entreprises publiques. Voilà. Et c'est une chose pour moi importante, ce qui va leur permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Si l'on arrive à mettre en œuvre une telle revendication, donc les jeunes seront représentés au conseil d'administration de la LCDE. Ils seront représentés au conseil d'administration de EKRC. Et ils comprendront mieux que nous tous les difficultés qu'éprouve l'État à garantir la qualité, la disponibilité de ce service public si nous continuons à le facturer au prix où nous facturons. Donc, les décisions viendront des jeunes puisqu'ils seront en responsabilité. Lorsque le conseil d'administration de LCDE, de EKRC, dira que je suis obligé d'augmenter le prix du kilowattheure, ce qui est payé aujourd'hui à 44 francs CFA, de le relever à 50 francs CFA par exemple. Les jeunes ne pourront pas s'opposer parce que ils seront en contact des bilans de ces sociétés. Ils verront comment ces sociétés travaillent à perte et eux-mêmes comprendront la nécessité d'accepter l'augmentation du prix. C'est pourquoi je dis oui, c'est un pacte social. Donc, les revendications des jeunes, nous les actons. Et toutes ces préconisations ont été remises au président de la République. Le gouvernement va les examiner. Et parmi les revendications, Monsieur le Premier ministre, il y a aussi l'insécurité dans les quartiers de Brazzaville, surtout depuis quelques semaines. À Brazzaville, on tue presque tous les jours. Ce phénomène bébé noir prend de l'ampleur, les parents sont terrorisés dans les quartiers. Alors, est-ce que le gouvernement a mesuré aujourd'hui, au niveau où nous sommes, l'ampleur de la situation? Est-ce que le président de la République nous avait déjà interpellé à cette occasion et vous savez que tout de suite après, nous avons mis en place un programme de réhabilitation des centres d'éducation. Il n'y en a plus jamais eu dans ce pays, des centres de rééducation, de réinsertion des jeunes. Vous avez vu le ministre de la Jeunesse à Aubeville, vous l'avez vu à Madingou, vous avez vu la ministre des Affaires sociales à Otsende, vous l'avez vu à Louvakou. Voyez-vous, vous m'avez vu être parti jusqu'à Pocagna. Donc, le programme qui est mis en place consiste justement à accélérer la fin des travaux de ces structures et à accueillir les jeunes qui sont déjà identifiés. Ceux qui sont dans les commissariats, ceux qui sont à la maison. Ça tarde à venir pendant ce temps on tue, monsieur le Premier, puisque au Pocagna, Aubeville, vous en parlez depuis pratiquement 1 an ou 2 ans. Non, ça fait un an, c'était en 2023. Ces jeunes existent depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, mais pendant qu'on tue à Brazzaville, je le disais tout à l'heure que c'est pratiquement tous les jours, que fait le gouvernement dans l'immédiat? Pour compléter, Fortuna, quel est le bilan que vous avez par rapport à ce phénomène? Est-ce qu'il y a un bilan que vous avez eu à faire actuellement? Ces jeunes ont été identifiés. Nous avons au commissaire à la lutte contre la délinquance juvénile et la promotion de la justice restaurative qui a parcouru les quartiers, qui a parcouru les établissements scolaires, qui a parcouru les commissariats. Vous avez le ministre en charge de la jeunesse, de l'éducation civique, de l'emploi et de la formation qualifiante, qui a fait le même travail. Vous avez le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui a fait le même travail. On peut circonscrire, on peut aujourd'hui dire que nous avons
a tout cassé autour de 1500 jeunes en conflit avec la loi. On a vu la police nous présenter à la télé près de 500 jeunes interpellés. Que sont-ils devenus? Oui. Ils sont toujours en prison? Et il y en a qui sont jugés, qui sont à la maison d'arrêt. Nos capacités carcérales font que ces mêmes jeunes, nous ne pouvons pas les garder sur longtemps. Il y en a parfois des mineurs, même quand ils ont été jugés. Il faut donc accélérer l'ouverture de ces infrastructures. Mais qu'est-ce qui bloque les ressources financières ou bien non, c'est pas une urgence pour le gouvernement? On ne réhabilite pas une structure comme Aubeville en 3-6 mois quand même, hein. Comprenez, vous avez des structures qui sont restées longtemps délaissées, et quand on décide de les réhabiliter, même si vous avez toutes les ressources aujourd'hui, vous ne pouvez pas les achever en moins de 3 mois, en moins d'1 an. Donc, nous pouvons rassurer les populations que ces structures, tout au moins Aubeville, les travaux sont très avancés. En attendant, on a essayé de mettre au point Madingu, une structure de transit en attendant que les jeunes aillent à Aubeville. Mais là, ce n'est que 300. À Aubeville, la capacité d'accueil est de 300-400. Je vous dis, ils sont à près de 1500. Donc, l'idéal serait que nous accélérions en même temps les autres structures pour que nous soyons à mesure déjà de récupérer ne serait-ce que le millier qui a été identifié, de les y installer. Mais on va pas seulement les prendre, c'est pas une prison là-bas, même une prison, il faut les prendre en charge. Il faut réunir toutes les conditions, les équipements de formation. Il y en a qui doivent apprendre un métier là où ils seront. Tout le programme que nous sommes en train de mettre en place, y compris le programme de recrutement dans les emplois publics, vise justement à privilégier les recrutements. Parce que l'une des causes, c'est le manque d'emploi, c'est la pauvreté aussi de ce phénomène. Monsieur le Premier ministre, les jeunes sont nombreux sur les réseaux sociaux, mais très nombreux. Et il irait non maître. On ne peut pas passer une semaine ou un jour à Brazzaville sans que vous soyez attaqué sur les réseaux sociaux. C'est ça vous fait, monsieur le Premier ministre. Et vos collaborateurs parfois sont ciblés. Alors, comment est-ce que vous percevez, comment vous ressentez cela au quotidien pratiquement? Mais on est attaqué par vous. On est attaqué par vous. Les réseaux sociaux en question, c'est pas vous. Les chaînes des réseaux sociaux, c'est pas les vôtres. Il y a des chaînes qui sont réellement crédibles et professionnelles. Il y a des jeunes qui tiennent leur Je sais même pas s'il y a des chaînes qui sont crédibles et professionnelles dans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux se caractérisent par des attaques tous azimuts, sans éthique. Ils peuvent entrer comme ça dans la vie privée des gens. Ils peuvent soulever des problématiques chrysogènes qui peuvent même conduire à des guerres fratricides. Mais parlez d'éthique, vous faites comment devrait être sur les réseaux sociaux et se caractériser, comme vous le dites, par une éthique. Mais tout dépend des sujets que l'on soulève. Une chaîne sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de vous suivre. Mais parfois, quand on voit vos commentaires, il n'y a même pas, le minimum d'exigence du professionnalisme du média, journalisme, notamment. C'est vous qui le dites, monsieur le Premier ministre. Mais je le sens. Notamment l'équilibre des formations. Je ne sais pas si ces chaînes sur les réseaux et qui nous accablent de leurs informations tous les jours, si ces chaînes sont reconnues, enregistrées, est-ce qu'elles sont déclarées? Ce qu'on appelle Conseil supérieur de communication. Voilà. Mais est-ce que vous avez revu la loi, puisque la loi de la presse au Congo ne tient pas encore compte des médias en ligne? C'est ça le vrai problème. Donc, on ne les aurait pas laissés évoluer. Comment ça, puisque ces médias en ligne utilisent notre espace qui est les réseaux sociaux. Oui. Donc, à un moment donné, je crois que le gouvernement devrait revoir la loi pour réellement réguler ce secteur. Passent leur temps à vendre la délation. Passent leur temps à vendre l'insulte aux citoyens. Ils vendent la délation. Ils vendent la désinformation. Ils vendent l'insulte aux citoyens. Quelqu'un, il se lève un matin, il identifie un acteur, un citoyen normal, il publie une information, vraie ou fausse, il l'a pas vérifié, c'est pas son problème. Demain, il se réveille, il vit normalement sa vie, il est peut-être content, peut-être parce qu'il est payé au travers des vues, je sais pas si ça rapporte quelque chose,
On peut inventer quelque chose, troubler l'opinion, troubler la quiétude, et voilà. Est-ce que ça vous permet pas, Monsieur le Premier ministre, ces attaques ou encore les critiques sur les réseaux sociaux, de mesurer un peu l'impact de votre action? Est-ce que vous ne prenez pas ça comme des réclamations ou encore les préoccupations de vos compatriotes ne sont pas... Quelle information qu'un compatriote citoyen peut donner dans l'insulte, dans la diabolisation, dans la délation? Quelle est l'information qu'un compatriote va donner? Comment voulez-vous qu'on rende crédible une information noyée dans l'insulte, noyée dans la diabolisation? Comment on peut la prendre en compte? Noyée dans le mensonge. Comment on peut la prendre en compte? Un exemple de la diabolisation ou encore... Ce qui est dit de nous. Un tas de mensonges. On décide comme ça, non? Collinet Makosso a sorti 1 milliard de francs à la fonction, je sais pas quoi, au trésor public pour son voyage. On dit ça. Collinet Makosso, c'est le plus gros tribaliste que le Congo n'ait jamais connu. Bon. Il a dans son cabinet, je sais pas quoi, tout, je sais pas quoi, toute son ethnie. Bon. Collinet Makosso a détourné. Vous ne vous retrouvez pas dans Qu'est-ce que ça vous fait, Monsieur le Premier ministre, d'entendre tous ces allégations? L'avantage, chez moi, j'ai mis un mur entre la gestion de l'État, la gestion de l'administration et la gestion de la délation. Ce qui vient des réseaux sociaux, ça peut servir, c'est aussi utile, vous avez dit qu'il y a parfois aussi de bonnes choses, ça peut servir d'élément d'alerte pour dire, ah, il y a telle situation, comme qui dirait, dans 1 kilo de mensonges. On alerte sur l'affaire Figa, c'est par les réseaux sociaux aussi. Comment? L'affaire Figa, c'est par les réseaux sociaux qu'il y a eu une alerte. Ça peut être une alerte. Ouais. Et moi, l'État, je saisis l'alerte, je l'amène dans le couloir administratif et je gère ma question selon les règles du droit administratif, du droit tout court, de la loi. C'est tout. Je ne vais pas subir l'influence de ce qui se dit là-bas. On vous reproche d'être très très dur avec les internautes. Non, je suis pas très dur avec eux, parce que je communique souvent avec eux. Les compatriotes qui vous attaquent depuis l'Europe parfois ou encore qui communiquent depuis l'Europe. C'est ce qui m'amène à respecter l'humain. Sinon, je ne serais pas en face de vous. Je lis vos publications. J'écoute. Même quand j'ai pas envie d'écouter, on me les envoie dans ma boîte. J'aurais pu dire, mais ce gars, je lui dirai pas bonjour. Le gouvernement patauge. Depuis qu'il est là, on ne voit rien, séminaire sur séminaire. Vous attaquez. L'expression de la liberté, non? La presse ou encore la liberté d'expression, simplement. Sur le mensonge. Vous voyez le risque que vous faites courir au pays. Les déclarations que vous faites, les analyses que vous faites, frisons même le tribalisme, l'incitation à la haine, l'intolérance politique, la discrimination. Vous identifiez comme ça des acteurs, un tel est de tel pays, je sais pas quoi, de telle ethnie. Et ça se dit par des gens qui tiennent, semble-t-il, des médias, qui passent leur temps, qui se disent intellectuels, et qui passent leur temps à propager des nouvelles de ce genre. Pour un pays qui a été traumatisé par la haine ethnique. Et vous voyez des gens qui instrumentalisent l'émotion populaire, qui instrumentalisent la haine. Vous voulez qu'on les prenne au sérieux? Non. Le gouvernement que je conduis ne prête pas attention à cela. Parce que pour la plupart, c'est de l'ignorance. Je prends un exemple. Ces temps-ci, on est alimenté, accablé par des discours de haine qui frisent même la haine, qui frisent même la xénophobie. Vous parlez de la polémique ou encore ce que vous voulez dire sur la conseillère du président de la République, Françoise Joly? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et si vous prenez ce cas, vous imaginez à quel niveau de bassesse on est en train de descendre. Veuillez m'excuser. Comment? Un pays qui a toujours été ouvert avec tout le monde, qui bénéficie de toutes les intelligences, Je vous dis, nous sommes en 97. On sort de la guerre fratricide que nous avons connue. Et le Congo était devenu un pays, c'était de la barbarie.
avec ce que nous avons connu entre 93 et 97. On n'avait même pratiquement plus d'audience à l'international. Comment on est parvenu à recréer la crédibilité dans ce pays? C'était avec les dépêches de Brazzaville. Le seul organe de communication, je parle des organes de presse. En 98, 99, on n'avait presque plus. Vous avez l'Observateur, c'est vrai, la Rumeur, ou ce qui en restait, mais ça n'allait pas loin. Le Congo a pu retrouver sa crédibilité en termes de communication par médias. C'était par les dépêches de Brazzaville. C'était M. Pigas, qui avait commencé avec des chroniques. Jean-Paul Pigas. C'est un Congolais. Qui a vendu l'image du Congo. Vous imaginez? Le Congo a gagné des batailles diplomatiques dans ce pays, sur ce continent. On a connu Jean-Yves Olivier. C'est un Français. Un Congolais, vous voulez dire, il n'est pas congolais. Comment? Un Français. C'est un Congolais? Non. Nous avons connu, dans les années 90, le président, c'est celui qui est là, la conférence nationale. La conférence nationale, avec tout ce qu'on subissait comme attaque. Qui était aux côtés du président? Les dirigeants avaient même fui. On a connu, paix à son âme, Seydou Badian. Seydou Badian. C'est un Congolais. Et aujourd'hui, vous avez des gens au bénéfice de, on peut dire de vos jeunes, vous n'avez pas connu les situations que le Congo a connues. J'aurais pu multiplier des exemples pour que vous compreniez comment on a remporté un certain nombre de victoires. On parle de la conférence de Brazzaville. On parle de la lutte contre l'apartheid. On parle de ce que nous avons fait dans ce pays. Vous êtes sûr que ce n'était porté que par des Congolais? Comment on peut se permettre aujourd'hui de voir un président qui a une dimension panafricaine, qui va au-delà du continent, qui est soutenu par un ensemble de forces du monde entier, qui se préoccupe là sur un dossier libyen? C'est un dossier congolais. Attends. Des Africains qui quittent ici, qui s'organisent pour aller jusqu'en Ukraine, jusqu'en Russie, en pleine guerre. C'est des dossiers congolais. Et qu'on dise non, on réduise l'apport des cadres à des raisonnements qui frisent, non, simplement la xénophobie, la bassesse, non. Et ça, j'aurais aimé voir les fameux réseaux des journalistes arrêter ce genre de choses. Il s'agit d'un pays qui a produit un certain Paul Kaya, qui, après avoir exercé ici, a été accueilli en Côte d'Ivoire et a contribué au développement de l'économie de la Côte d'Ivoire, au point d'avoir été élevé par le président Houphouët au sein du Conseil de l'Entente. On avait appris que Paul Kaya là-bas était un pion du régime congolais. Lui qui a même déjà assumé les fonctions de ministre ici, à l'époque. Mais non loin de nous, autour de nous, je peux citer le cas de Maxime Ganzion, actuel conseiller du président, mais qui est resté pendant longtemps conseiller du président Omar Bongo au Gabon jusqu'en juin 2009. Alors, a-t-on appris les Gabonais s'agitaient, criaient au motif qu'on aurait mis aux côtés du président Bongo un Congolais qui plus est un parent du président Denis Sassou Nguesso? Non, nous devons éviter ces raccourcis. Nous devons éviter ces comportements réducteurs, retardateurs, voilà, qui déshonorent notre pays. Maxime Ganzion a conseillé le président gabonais, il a conseillé le président brésilien, il a conseillé le président russe. Alors, qu'est-ce que les autres diraient de ce travail qu'il aurait fait à leur côté? Que voulez-vous qu'on dise? Si c'est ça la ligne des réseaux sociaux, si c'est à ça que ça sert, on vous regarde, on vous laisse faire.
Salissez-nous comme vous voulez. Nous sommes en responsabilité, nous continuons. Mais je ne sais pas si ça valorise les auteurs. Ça diabolise peut-être nous, les victimes, mais je ne sais pas si ça honore les auteurs. Voilà. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'est la fin de cet entretien exclusif. On se retrouve dans Quelle un fin? prochain numéro.